le niveau d'inculture, je dirais, manifeste de Nicolas Sarkozy a complètement désarçonné beaucoup de gens en Afrique. Et donc, c'est là que se trouve le basculement, à partir de ce discours-là. Il n'a jamais été plus paternaliste que ses prédécesseurs, puisqu'il s'est quand même permis d'arriver à Dakar et de déclarer à Dakar que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission consacrée à l'Afrique. Alors d'abord, avant de démarrer, je vous rappelle qu'en kiosque, vous pouvez trouver notre excellent dernier magazine, Congo, silence on tue, avec un reportage exceptionnel de Régis Le Sommier, pendant 3 semaines en Ituri, au Katanga et au Kivu, et une interview du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Si vous souhaitez nous soutenir, procurez-vous ce magazine. Voire même abonnez-vous à notre magazine. Vous pouvez le faire via notre site internet www.omertamedia.fr et ça nous est très utile pour continuer notre travail d'enquête et d'investigation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour cette émission Monsieur Charles Onana. Bonjour Charles. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur indépendant, africaniste et vous sortez un nouvel ouvrage, Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident. Je vous conseille, chers auditeurs, de vous le procurer parce que c'est une excellente synthèse, une analyse magistrale des grands mouvements et du basculement géopolitique de l'Afrique qu'on observe depuis quelques années et qui s'accélère. On va en parler avec Charles. Ce titre, Quand l'Afrique bascule, pourquoi les Africains rejettent la France et l'Occident, est-ce que ça veut dire que les Africains considèrent finalement l'Occident, on voit sur votre couverture Vladimir Poutine, mais il y a évidemment les leaders européens, il y a maintenant Donald Trump, comme un bloc monolithique qu'ils rejetteraient, ou est-ce que dans cet Occident, finalement, ils ont opéré un tri, certains leaders, certains pays, je dirais, sont considérés comme des partenaires potentiels, et certains autres sont au contraire rejetés? Alors, en fait, le rejet n'est pas le rejet des États ou le rejet des citoyens occidentaux ou français. Le rejet, c'est le rejet de la politique et c'est dans un processus long. Le problème, c'est que quand on dit Occident, en général, pour les Africains, ils voient la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Union européenne. C'est un peu ce quatuor-là qu'on voit en général quand on parle de l'Occident. Parce que du fait de leur omniprésence, évidemment sur le plan géopolitique, sur leur interférence dans la politique intérieure de ces pays-là, mais aussi dans les rapports bilatéraux et multilatéraux qu'ils ont avec ces institutions et ces États. Donc, il se trouve qu'au cours de ces 30 dernières années, on peut remonter un peu plus loin, mais au cours de ces 30 dernières années, c'est-à-dire après le deuxième grand basculement, après les indépendances, qui était la chute du mur de Berlin et les conférences nationales, etc., et surtout le processus, le discours de la Baule de François Mitterrand sur la démocratisation des régimes, ces pays ont observé que les dirigeants qu'ils rejetaient, en général, étaient soutenus par les États-Unis, l'Union européenne et la France de manière générale. Et ils ont observé ensuite que lorsqu'il y avait des événements de politique intérieure comme des élections, quelquefois, la France pouvait intervenir, l'Union européenne pouvait intervenir, les États-Unis pouvaient intervenir pour prendre position sur des questions de politique intérieure. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème qui est d'ailleurs un des principes qu'on défend bien en Occident, c'est le respect de la souveraineté, etc. Et de la liberté des États et des peuples à choisir leurs dirigeants. Et ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait constamment ces interférences, etc. Et donc, au fur et à mesure de ces interférences, des accumulations, des frustrations
dans ces pays-là, eh bien, ils ont non seulement commencé à rejeter leurs propres dirigeants, mais ils se sont mis aussi à rejeter la politique qui était celle de la France, de l'Union européenne ou des États-Unis par rapport aux États qui étaient concernés, soit par des changements politiques, soit par des changements, des volontés de changement de régime. Alors, quand on va en Afrique aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même deux leaders occidentaux qui se démarquent et qui ont plutôt bonne presse, qui sont considérés comme des partenaires ou vers lesquels les Africains se tournent aujourd'hui. C'est Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, comment expliquer que ces deux leaders font figure un peu d'exception? Vous parliez de l'Angleterre, de l'Union européenne, de la France. On va y revenir après. Mais comment expliquer que Donald Trump et Vladimir Poutine aient bonne presse en Afrique? Pour des raisons tout à fait paradoxales, parce qu'en réalité, bon, déjà, ils n'ont pas la même approche, évidemment, sur le plan géopolitique. Mais ce qui est intéressant à constater, c'est que Clinton, quand il est arrivé au pouvoir aux États-Unis, son objectif, c'était de s'emparer des ressources naturelles, en concurrence d'ailleurs avec la France sur ces aspects-là. Et évidemment, on a vu qu'il a bombardé le Soudan, il a mis le président soudanais sur la liste des pays qui soi-disant soutenaient le terrorisme international. La France s'est joint à lui, etc., pour faire ça. Il y a eu le soutien de la prise de pouvoir militaire par la violence armée en Ouganda. Donc Museveni a pris le pouvoir par les armes. Museveni, par la suite, a aidé Kagame, lui aussi, à prendre le pouvoir au Rwanda par la violence, par les armes, alors qu'on parlait à ce moment-là de démocratiser les régimes. Donc, les Africains ont observé tout ce phénomène avec beaucoup de curiosité, d'étonnement. Et sachant que M. Trump, en fait, c'était un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui n'était pas considéré comme un cacique de la politique américaine, aussi bien dans son propre parti que dans ses activités de manière générale. Et puis, son franc-parler, sa façon de faire un peu iconoclaste, etc., bah, pour les Africains, ils se sont dit, mais ça, c'est pas quelqu'un qui a l'air de vouloir mentir ou qui a l'air enfin, il a l'air de vouloir faire ce qu'il dit et de dire ce qu'il fait. Pas un politicien professionnel. Oui, oui, c'est pas un politicien professionnel. Donc, il peut faire des erreurs, il peut faire toutes sortes de bévues, comme on peut le remarquer. Mais en fait, ils le trouvent sympathique par rapport à ses réactions. Bon, c'est un peu différent pour Poutine, c'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que, à travers d'ailleurs le conflit en Ukraine, ils ont vu que les attitudes que les Occidentaux peuvent avoir vis-à-vis des pays faibles, ils ont essayé d'utiliser les mêmes méthodes vis-à-vis de la Russie. Et ils ont vu notamment la question des sanctions, le fait que les États-Unis sont intervenus à l'époque contre Cuba parce que les Soviétiques avaient placé des missiles qui menaçaient la sécurité des États-Unis là-bas. Donc ils se rendent compte que, eh bien, quand c'est les Américains qui vont utiliser l'Ukraine pour essayer de déstabiliser la Russie et que les Russes réagissent vigoureusement par rapport à ça, eh bien, ils deviennent extrêmement dangereux pour la sécurité du monde. Ils deviennent des gens qui violent le droit international en Ukraine, alors qu'en fait, lorsque les États-Unis et l'OTAN ont envahi l'Irak, bombardé l'Irak, on n'a pas trouvé que c'était une violation du droit international. Donc pour les Africains, Poutine arrive à tenir tête, en fait, aux pays occidentaux. Et surtout, dans le même temps où il le fait, eh bien, il prend position sur ce qui se passe en Afrique et dans d'autres pays, et notamment au Proche-Orient. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments qui ont rendu Poutine extrêmement sympathique en Afrique, en sachant bien que, évidemment, en jouant évidemment sur le fait que dans les années 60, eh ben, l'Union soviétique avait soutenu les pays africains dans la lutte pour les indépendances. Donc, il y a ce paramètre historique, mais il y a également l'élément d'actualité qui est la personnalité de Poutine, que, effectivement, beaucoup d'Africains trouvent sympathique, mais pour d'autres raisons que celles évoquées à propos de Donald Trump. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de passé colonial ni pour les États-Unis ni pour la Russie en Afrique. Qu'est-ce qui est reproché aujourd'hui
aux pays en fait européens, vous parliez de l'Union européenne, Paris, Londres, qu'est-ce qui leur est reproché aujourd'hui? Est-ce que c'est le passé colonial ou est-ce que c'est autre chose, l'attitude, la politique de ces pays depuis les indépendances? En particulier, vous parliez du basculement des années 90, il y a le tournant des années 2000. Vous parlez en particulier pour la France de Nicolas Sarkozy, vous revenez sur sa politique africaine, sur celle de François Hollande. Qu'est-ce qui concrètement pose problème aux Africains? Alors, plusieurs choses. D'abord, on peut parler de ce qui a été le cheval de bataille de beaucoup de pays européens, de l'Union européenne, à l'époque, avant l'Union européenne, la communauté économique européenne, qui était l'aide au développement. Bon, donc dès la période des indépendances, la communauté économique européenne voulait construire le marché commun, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils ont mis en avant? Ils ont mis en avant, pour obtenir les matières premières africaines et les ressources naturelles, ils ont parlé de l'aide au développement. Donc, il se trouve que cette aide qui, soi-disant, était envoyée aux pays africains n'a jamais réussi à développer ces pays. Premièrement. Deuxièmement, les Français ou les Européens de manière générale sont surpris de voir les pays africains de plus en plus pauvres, et alors qu'eux, on leur dit, ici, en Occident, on leur dit de mobiliser des fonds pour soutenir ces pays-là. Donc, les populations françaises ou européennes ont l'impression que l'Afrique est un gouffre financier, mais dans le même temps, ils ne savent pas que, en fait, les entreprises européennes ou occidentales ou les multinationales américaines sont dans le pétrole, dans les minerais, toutes sortes les ressources minières, que ce soit le diamant, l'or, le coltan aujourd'hui, etc. Donc, toutes ces ressources-là qui sont quand même, l'Afrique, de ce point de vue, regorge comme on dit, d'importantes ressources pétrolières et minières. En France, c'est à travers les scandales de l'affaire Elf qu'on a découvert effectivement qu'il y avait beaucoup d'argent qui sortait du continent africain pour venir en Occident, et que les États africains finançaient les partis politiques français. Bon, les Africains ont vu cette contradiction terrible entre ce qui est annoncé dans les médias comme aide, comme source de financement pour aider au développement, et que concrètement, il ne se passait pas grand-chose sur le terrain. Et en contrepartie, ils voyaient quand même que beaucoup de ressources de leur pays sortaient constamment du continent africain pour aller en Occident. Donc, cette question d'aide au développement qui a été ce que moi j'appelle un leurre, qui n'a pas été un élément de vérité dans les rapports entre l'Europe et l'Afrique, est un élément fondamental. Le deuxième élément groupe d'éléments, c'est quand je parlais d'ingérence tout à l'heure, c'est que quand on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire en 2004 déjà, parce que là, on a eu quand même affaire à une action extrêmement dangereuse, puisque 9 militaires français ont été tués à Bouaké, en Côte d'Ivoire, suite à un bombardement. Et jusqu'à aujourd'hui, la justice française ne parvient pas à faire la vérité, sur la lumière sur cette affaire. Moi, à l'époque, quand j'enquêtais sur cette affaire, j'avais interrogé le ministre de l'Intérieur du Togo, qui avait arrêté les 9 Biélorusses qui étaient des pilotes qui travaillaient pour les forces aériennes ivoiriennes. Et ce ministre de l'Intérieur togolais m'a dit « J'ai saisi les services de renseignement français, j'ai saisi le ministère de la Justice, j'ai saisi le ministère de la Défense, j'ai saisi le ministère des Affaires étrangères, et en leur disant, je suis en possession des mercenaires qui ont bombardé le camp français de Bouaké. Eh bien, aucune de ces institutions n'a donné suite. Donc, il y avait déjà une détention provisoire de presque 14 jours, donc il a été obligé de libérer ces mercenaires qui ont été remis au consulat biélorusse à Abidjan. Mais à l'époque, lorsque les juges ont ouvert ce dossier, on a demandé à Michèle Alliot-Marie, qui était à l'époque ministre de la Défense, ce qui s'est passé. Elle a dit qu'il n'y avait pas de base juridique pour les arrêter. Alors qu'en 2003, c'est le président Chirac lui-même qui avait signé un texte permettant effectivement qu'on puisse arrêter. C'était un texte de député, on appelait ça le texte Pelcha, qui permettait de pouvoir arrêter des mercenaires, de surcroît qui ont tué
ou qui sont soupçonnés d'avoir tué des Français. Donc, il aurait été beaucoup plus judicieux de faire venir ces Biélorusses en France pour qu'ils disent qui a donné l'ordre de bombarder le camp militaire français de Bouaké, parce que Michel Alliot-Marie avait clairement dit que c'était le président Gbagbo. Bon, or, cette affaire, pendant que le président Gbagbo a été à La Haye, n'a jamais été amené devant les juridictions pour dire qu'effectivement, juge-le pour avoir donné l'ordre de tuer des militaires français. Et donc, les juges français ont demandé la déclassification des documents, notamment le rapport de l'ambassadeur de France, M. Le Lidec, à cette période-là. Eh bien, ce rapport n'est jamais venu entre les mains de la justice française. Donc, il est donc évident pour des Ivoiriens que les autorités françaises de l'époque dissimulent des choses par rapport à cette situation. Et la deuxième chose, évidemment, c'était le renversement du président Gbagbo lors des élections de 2011, qui relevait entièrement de la compétence des juridictions de Côte d'Ivoire et des institutions ivoiriennes. Comment vous expliquez que, pour dire un mot sur la colonisation, il n'y ait pas ce qu'on trouve en Algérie, c'est-à-dire une espèce de guerre historique, de guerre pour la repentance? Ça n'existe pas quasiment en Afrique subsaharienne. C'est des débats qui agitent un peu le Maghreb, l'Algérie en particulier, mais qui n'existent pas en Afrique noire. Comment est-ce que vous l'expliquez? Eh bien, vous mettez le doigt sur un élément très intéressant qui permet effectivement d'amener un certain nombre de dirigeants français à revoir les arguments qu'ils avancent régulièrement sur l'Afrique, sur le sentiment anti-français. Écoutez, dans tous ces pays-là, malgré ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale, parce qu'il faut quand même rappeler que lorsque la France s'est retrouvée occupée en juin 1940, eh bien, le général de Gaulle a pu compter pour la première fois sur les Africains. Parce que le noyau, la base de ce qu'a été la France libre, c'était quand même... l'armée d'Afrique. C'était l'armée d'Afrique. Donc, le général de Gaulle a raconté cet épisode dans ses mémoires, mais la plupart des historiens français qui ont travaillé sur cette question ont occulté, en quelque sorte, le rôle des tirailleurs africains, alors qu'en France, il y a des cimetières des tirailleurs sénégalais, des jeunes gens qui sont venus mourir pour la liberté et la dignité du peuple français. Donc, quand on regarde donc aujourd'hui ce qui se passe dans ces rapports à la fois liés à l'histoire coloniale, liés à la décolonisation, eh bien, les Africains ont toujours pensé qu'à un moment donné, des dirigeants français vont réfléchir à ce que l'Afrique a pu apporter, que ce soit en termes de ressources naturelles, pour le développement ou le progrès, on pourrait parler par exemple tout à l'heure du Niger, etc., de ce que l'Afrique a apporté, aussi bien pendant l'occupation, la libération, que en termes sur le plan économique. Et même en plus, sur le plan international, parce que l'Afrique francophone a toujours apporté les voix à la France pour avoir adopté des résolutions au Conseil de sécurité de l'ONU. Le poids des pays francophones a toujours été très important et très positif pour la France. Donc, les Africains ont constaté qu'il n'y a pas de retour d'ascenseur. Et donc, cette absence de retour d'ascenseur a amené progressivement les Africains à ne même pas vouloir faire un débat sur l'histoire coloniale. Parce qu'ils se sont dit, ça ne sert à rien, puisque sur le plan historique, on ne reconnaît pas leur contribution. Sur le plan économique, on ne reconnaît pas qu'ils apportent quelque chose. Et donc, évidemment, ils sont toujours présentés comme des éternels assistés. En fait, l'Afrique est, pour beaucoup d'Occidentaux, une sorte de gouffre financier. Et pour les Africains, c'est insupportable d'avoir ce type de statut, alors qu'en fait, c'est un statut qui ne correspond pas à la vérité. Vous revenez notamment sur la politique de Nicolas Sarkozy, sur celle de François Hollande. En quoi il y a un basculement dans la politique française africaine qu'il n'y avait peut-être pas avec Jacques Chirac ou avec François Mitterrand? Qu'est-ce qui change à partir de Nicolas Sarkozy? Alors, Nicolas Sarkozy est comme un éléphant qui est rentré dans un magasin de porcelaine avec cette volonté de tout casser. D'ailleurs, on l'a vu en France, quand il est arrivé au pouvoir, il gesticulait beaucoup, il donnait l'impression que lui, il était capable de tout faire, de tout changer, de tout bouleverser. C'est quelqu'un qui n'avait pas la finesse, qui n'a jamais eu la finesse ou la dextérité à la fois dans le langage, mais aussi dans les actes comme le général de Gaulle ou François Mitterrand. Donc, dans un premier temps,
il a semblé créer une forme d'enthousiasme parce que les gens, beaucoup d'Africains se demandaient mais qui c'est ce monsieur? Il a dit qu'il allait changer les relations franco-africaines, il n'était plus pour le paternalisme et des choses comme ça, mais il n'a jamais été plus paternaliste que ses prédécesseurs puisqu'il s'est quand même permis d'arriver à Dakar et de déclarer à Dakar que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. Eh bien, le territoire où il va prononcer ces phrases, c'est le lieu où s'est déroulée en septembre 1940 la première bataille franco-française entre les forces du maréchal Pétain et le général de Gaulle, qui était accompagné par les Anglais. Et donc, évidemment, il le dit en ignorant également que depuis Napoléon III, les tirailleurs sénégalais ont toujours apporté des troupes à la France dans ces différentes guerres. Donc, le niveau d'inculture, je dirais, manifeste de Nicolas Sarkozy a complètement désarçonné beaucoup de gens en Afrique. Et donc, c'est là que se trouve le basculement, à partir de ce discours-là. Mais il n'y aura pas que ça. Il va y avoir le bombardement de la Libye. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est surpris de voir, en France, on parle de l'immigration massive, incontrôlée. Mais celui qui était en quelque sorte le verrou de cette immigration illégale qui empêchait que l'Europe soit envahie, c'était le colonel Kadhafi. À ce moment-là, évidemment, il semblait être quelqu'un de correct, un bon partenaire, puisqu'on lui a même permis d'installer sa tente proche de l'Élysée. Mais lorsque le président Sarkozy décide d'aller bombarder, d'aller attaquer la Libye, renverser le colonel Kadhafi, mais il y a quand même le président Idriss Déby, qui est le président du Tchad, voisin de la Libye, qui lui dit que c'est extrêmement dangereux, qu'il ne faut pas faire cela parce que ça risque, les conséquences vont être terribles. Et j'avais rencontré le président Abdoulaye Wade à l'époque, qui m'avait fait des confidences, évidemment, qu'il avait rencontré un certain nombre de dirigeants français, il avait rencontré Alain Juppé, et puis, bien entendu, le président Sarkozy. Il leur a dit de faire attention, de laisser l'Union africaine un peu gérer cette situation avec Kadhafi. Bon, mais les Américains et Nicolas Sarkozy, ils sont passés outre toutes ces mises en garde pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Résultat des courses, eh bien, une fois que Kadhafi est tombé, non seulement il n'y a jamais eu de démocratie en Libye, comme tout le monde peut le voir, mais il y a eu autre chose, c'est que toutes les armes qui se trouvaient en Libye ont été volées par les djihadistes qui les ont distribuées, diffusées dans tout le Sahel, au point que les Français qui voyagent dans cette région se sont retrouvés beaucoup enlevés. J'ai une amie qui était journaliste à l'époque à RFI, Ghislaine Dupont, qui a été enlevée par les djihadistes et assassinée. Mais ça, c'est la conséquence directe de l'action de Nicolas Sarkozy dans cette région. Donc, quand il va, non content d'avoir fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller se mêler des élections ivoiriennes pour renverser le président de la Côte d'Ivoire et installer son ami, M. Alassane Ouattara. Bon, qui lui aujourd'hui ne veut plus quitter le pouvoir. Et là, il n'y a aucune personnalité en France pour dire que, écoutez, on ne fait pas cela. Comment vous expliquez ce silence Mais parce que, alors ça c'est, vous mettez, j'ai retrouvé une note de renseignement que les militaires français, qui s'est baladé à l'état-major français depuis 2004, qui expliquait, et les militaires français de ce point de vue sont mieux informés d'ailleurs je suppose mieux informés que les politiques, peut-être pas, mais ils savent très bien que M. Alassane Ouattara a d'énormes soutiens en France, aussi bien au sein du Parti socialiste, avec M. Strauss-Kahn, l'ancien ministre des Affaires étrangères socialiste, Laurent Fabius. Laurent Fabius, évidemment, et puis M. Jean-Claude Trichet, des banquiers, la plupart des directeurs de la Banque de France ont soutenu parce que M. Alassane Ouattara est un banquier. Et un grand réseau d'hommes d'affaires et de banquiers américains. Donc, si vous voulez, il y a une alliance objective entre les milieux politiques et financiers américains et français qui soutiennent Alassane Ouattara, qui ont toujours soutenu Alassane Ouattara à gauche comme à droite. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de M. Alassane Ouattara, on ne peut pas considérer que ce qu'il fait n'est pas bon. Et d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'il y avait le débat ST posé,
la question fondamentale en Côte d'Ivoire, c'était de dire que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire parce qu'il n'était pas de nationalité ivoirienne et parce qu'il n'était pas de père et de mère ivoiriens. Il y avait un autre argument qui consistait à dire qu'il ne faut pas s'être déjà prévalu d'une autre nationalité. Bon, ce que j'apporte dans ce livre, c'est effectivement un communiqué du FMI, le Fonds monétaire international, donc qui est la structure dont personne ne peut contester le fait que cette structure c'était les patrons de M. Alassane Ouattara. Très présente en Afrique. Oui, quand il a été nommé en 1984 directeur du FMI, eh bien, le communiqué du FMI dit que M. Alassane Ouattara est burkinabé. J'apporte, ce n'est pas mon document, c'est le document du Fonds monétaire international. Donc, si vous voulez, on a fait passer en France M. Gbagbo à l'époque et beaucoup d'Ivoiriens comme étant des gens qui étaient xénophobes, alors qu'ils demandaient simplement à ce qu'on respecte la constitution de leur pays. Et finalement, le président, sur les pressions de M. Sarkozy et de plusieurs autres personnalités politiques, le président Gbagbo a cédé en donnant une exception à M. Alassane Ouattara pour qu'il se présente aux élections présidentielles en 2011. Sauf que quand il s'est présenté, eh bien, aujourd'hui, le même M. Alassane Ouattara dit que M. Tidiane Thiam, par exemple, ne peut pas, parce qu'il avait la nationalité française, il ne peut pas se présenter aux élections là-bas. Bon, sauf que M. Tidiane Thiam a renoncé à sa nationalité française, mais jusque-là, il ne peut toujours pas se présenter. Donc, pour les Ivoiriens, devant ce type de comportement, on est surpris de constater qu'aucun dirigeant français n'exerce des pressions sur M. Alassane Ouattara comme ils ont exercé des pressions en 2011 sur Laurent Gbagbo. Donc, on est dans une configuration qui ne fait qu'aggraver le rejet de la politique française dans ces pays-là, et en particulier, l'attitude de la France sur la Côte d'Ivoire est aujourd'hui pour beaucoup d'Ivoiriens extrêmement inquiétante. On n'entend pas du tout d'ailleurs Emmanuel Macron sur la question ivoirienne. On a l'impression qu'il a du mal à se positionner. Qu'est-ce que vous en pensez de l'action d'Emmanuel Macron là, sur cette question ivoirienne? Bon, monsieur Macron ne peut vraiment pas s'exprimer parce que son mentor, c'est quand même Nicolas Sarkozy, et Nicolas Sarkozy lui-même ne s'en cachait pas en disant qu'il conseillait le président Macron sur les questions africaines, etc. Bon, on a vu évidemment que monsieur Macron s'était rendu en Côte d'Ivoire faire la fête avec monsieur Alassane Ouattara, et que M. Alassane Ouattara, avant sa déclaration de candidature, il s'est rendu une semaine en France, disons en visite privée, et c'est à la suite de cette visite en France qu'il a annoncé qu'il sera candidat aux élections présidentielles. Donc, quand les Ivoiriens regardent ce genre de situation, ils se disent qu'il y a beaucoup de cynisme et d'hypocrisie dans ce qui se passe dans la politique intérieure de leur pays, parce que certaines fois, la France s'ingère directement pour soit refuter un chef d'État, une autre fois, elle n'intervient pas quand c'est son ami. Mais je pense qu'il y a un vrai problème de cohérence dans la façon dont les autorités françaises actuelles gèrent le dossier ivoirien. Pourquoi? Et je vais être très bref là-dessus. Tous les dirigeants français, de gauche comme de droite, depuis la 4e République, lorsque l'ancien président de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, était ministre sous la 4e République, tous les dirigeants français ont toujours considéré que la Côte d'Ivoire était la vitrine française, ou la réussite, ou l'expérience réussie de la France en Afrique. Eh bien, qui est allé casser cette vitrine française en Afrique? C'est le président Nicolas Sarkozy en 2011. Donc, comment peut-on continuer à avoir une politique aussi incohérente, aussi désordonnée, aussi anarchique et illisible lorsqu'on considère que la Côte d'Ivoire est un pays ami? Donc quand on se comporte comme ça, il est évident qu'on ne peut pas continuer à proclamer que la Côte d'Ivoire est un pays ami en ayant constamment des attitudes un peu inamicales vis-à-vis de ce même pays. C'est ça qui dérange aujourd'hui beaucoup d'Ivoiriens. Vous êtes inquiet pour la Côte d'Ivoire? Vous pensez que dans cette élection présidentielle, qu'il faut bien le dire, vous l'avez d'ailleurs rappelé,
est quand même assez verrouillé. Il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas eu le droit de se présenter, et Bien M. sûr. Gbagbo notamment. Est-ce que ça pourrait dégénérer finalement? Bien sûr, ça peut dégénérer. Tout est possible. Tous les cas de figure sont possibles en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il peut arriver, il y a déjà des gens du côté de Gbagbo et du côté de M. Tidiane Thiam qui considèrent que l'exclusion de leur candidat est injustifiable sur le plan juridique et sur le plan des institutions ivoiriennes. Du côté du pouvoir, ils considèrent qu'ils n'ont fait que respecter la Constitution et respecter le droit. Ben, vous voyez que l'interprétation du droit ivoirien n'est pas la même si on est du côté de ceux qui ont été exclus, et si on est du côté de ceux qui doivent concourir. Et donc là, tous les ingrédients sont sur la table pour allumer le feu en Côte d'Ivoire. Alors c'est très intéressant dans votre livre, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, vous parlez comme ça d'un petit groupe, moi je l'appelle les visiteurs du soir, mais qui est constitué de personnalités politiques et économiques de premier plan, françaises, et qui sont comme ça, qui sont un peu la boussole de la politique africaine de la France. Pour Nicolas Sarkozy, mais pour Emmanuel Macron, on a l'impression que c'est le même groupe et que ce groupe, en fait, choisit ses causes. Il a ses candidats en Afrique. Bien sûr. Vous parliez d'Alassane Ouattara, mais c'est un peu le même groupe qui soutient Paul Kagame. Est-ce que la colonne vertébrale de la politique française aujourd'hui, ce sont ces gens qui ont de très grandes responsabilités, mais qu'on ne voit pas et qui, je dirais, agissent par idéologie, par intérêt économique, dans le même sens d'ailleurs que les démocrates américains. Est-ce que on peut présenter les choses comme ça? Bien sûr, tout à fait. Vous avez raison de présenter les choses comme ça parce qu'en fait, la politique, les relations franco-africaines ont été prises en otage depuis longtemps par des groupes d'intérêts privés au détriment de l'intérêt général. C'est après Jacques Chirac, ça, la bascule et l'arrivée de ce groupe, c'est la fin du... Il avait déjà commencé depuis longtemps, même sous le général de Gaulle. Mais la différence, c'était que le général de Gaulle avait beaucoup de personnalité, donc il a pu peser pour jouer sur certains équilibres. Il y a eu pour vous donner vraiment un exemple concret là-dessus, lorsque le président Pompidou désigne le patron des services de renseignement du SDEC à l'époque, Alexandre de Marange, d'aller essayer de casser ce noyau, un peu ce réseau d'affairistes, en fait, qui étouffe un peu la politique telle qu'elle devrait se faire, eh bien, Alexandre de Marange, il pense qu'effectivement, c'est quelque chose de grave. Mais quand il arrive sur le terrain, il se rend compte que c'est infaisable. Et un autre patron des services de renseignement, cette fois-là sous Mitterrand, va être confronté à cette même situation. Donc, le patron qui était chargé de réformer la DGSE, de restructurer le SDEC pour faire passer la DGSE, il m'a expliqué qu'il avait essayé, lui aussi, de changer ce groupe d'affairistes. Monsieur Patrice Pelat, à l'époque, qui se réclamait d'être un ami de François Mitterrand pour essayer d'avoir des marchés, des affaires en Afrique, etc. Donc, vous avez plusieurs réseaux comme ça, qui sont des réseaux qui défendent des intérêts contradictoires. Mais le problème, c'est que comme ce sont des gens qui parfois représentent la France sur le plan institutionnel, dont se prévalent de l'idée qu'ils défendent les intérêts français, alors qu'en fait, ils défendent des intérêts privés. Le meilleur exemple, c'est lorsque Sarkozy va bombarder la Libye. Il dit quoi? Il dit que c'est parce que la Libye, Kadhafi massacre ses populations, c'est pour cela qu'il va là-bas. Il y a un rapport du Parlement britannique qui dit que c'est totalement faux, qu'il y va pour des intérêts personnels, y compris des intérêts électoralistes. Il a sorti le même argument pendant les événements de Côte d'Ivoire en 2011 en disant que c'était parce qu'il fallait que la démocratie règne en Côte d'Ivoire. Mais il n'y a jamais eu ni démocratie en Côte d'Ivoire ni démocratie en Libye après ces événements. Donc, si vous voulez, ces groupes, en fait, qui défendent des intérêts privés, ont pris en otage la politique française
en Afrique de façon totale et définitive, et il n'y a pas suffisamment d'hommes politiques français courageux pour remettre cela en question. Et ils n'ont pas travaillé tout seuls, ils ont travaillé avec des dirigeants africains qui sont en cohésion ou je dirais en collusion avec eux pour pouvoir entretenir évidemment ce type de rapport, je dirais, obscène qui est illisible pour le citoyen français moyen et pour l'Africain moyen. Donc, il faut que que ce soit les Français ou les Africains comprennent que ce n'est pas une histoire entre la France et l'Afrique, mais c'est une histoire entre les milieux d'affairistes. Je ne dis même pas les milieux d'affaires, parce que c'est les milieux d'affairistes, des gens qui ont envie tout seuls de s'enrichir, qui contrôlent à la fois la politique française et qui décident de contrôler les États africains et l'économie des pays africains.